Nous sommes le 4 novembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition du journal en français. D'abord, les principaux titres. Dans une période d'un mois, 24 corps sans vie ont été retrouvés dans la plaine de la Lousizi. Chaque fois, l'administration à la base se précipitait à enterrer ces corps sans attendre leur identification. Le gouvernement du Burundi n'a aucune raison de se prendre qu'il y ait des pays étrangers qui profitent des connaissances des ressortissants burundais. Selon Charles Tigé, président du parti Prona de l'opposition, la faute incombe à ce même gouvernement qui ne crée pas les conditions sécuritaires favorables au retour des fils et filles du pays qui sont à l'étranger. Vous le suivrez dans ce journal. Le comptage des voix continue aux États-Unis d'Amérique. Les deux candidats Donald Trump et Joe Biden revendiquent tous la victoire. À la fin de ce journal, Eric Manelakiza, un journaliste burundais vivant à Washington, sera notre invité pour parler de cette situation qui prévaut aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, 24 personnes ont été tuées et jetées dans la plaine de la Rusizi, dans les provinces de Bujumbura, Chibitoke et Bubanza, dans une période de 30 jours. Les victimes n'ont pas pu être identifiées. Dans cette même période aussi, à Makamba, au sud du Burundi, un accident d'un véhicule a coûté la vie à 16 personnes. Les autorités de ces provinces, en collaboration avec les autorités militaires et policières, se sont empressées pour l'enterrement. Les habitants de ces localités demandent une enquête indépendante pour au moins identifier l'origine de ces personnes. Winnie Nkurunziza. La découverte macabre récente date de ce lundi 2 novembre 2020 dans la commune de Rugombo. C'étaient deux corps qui n'ont pas été identifiés. Ils ont été vite enterrés dans la matinée même de ce lundi sur l'ordre du chef de zone de Chibitoke. Selon des témoins à Rugombo, les deux corps présentaient beaucoup de plaies sur leur corps. Début de la semaine dernière, 4 personnes ont été tuées par les policiers du commissariat de Mutimbuzi. Des sources policières ont indiqué qu'il s'agissait des bandits qui ont été tués alors qu'ils tentaient de s'évader. Ce qui a inquiété plus d'un, c'est que les victimes ont tous été tirées sur la tête. Des sources policières qui se sont confiées à SOS Média ont révélé que 4 hommes qui étaient détenus dans le même cachot du commissariat de Mutimbuzi avec ceux assassinés ont été enlevés du cachot cette nuit pour une destination inconnue, avec probabilité qu'ils ont été exécutés la même nuit. Au début de la première semaine du mois d'octobre, au moins 16 corps ont été vus flottant sur les eaux de la rivière Rusizi, de la côte de la province de Chibitoke. Ils n'ont pas été identifiés. Après les avoir repêchés, les autorités administratives de la province Chibitoke ont intimé l'ordre aux habitants proches du lieu de découverte de les enterrer. Le gouverneur de Bubanza aurait promis une enquête qui n'a pas abouti pour connaître les victimes ou identifier les auteurs. Un autre corps a été découvert à Marambo, de la commune Rugombo, dans la soirée du 15 octobre 2020. Sans la moindre enquête, le corps a été vite enterré tout près de la rivière Rusizi. Une autre victime est un veilleur de Kayanza qui a été tué dans la nuit du 14 octobre 2020. 2 autres corps ont été découverts le 7 octobre 2020 par les habitants de la commune Buganda. Là aussi, l'administration a ordonné qu'ils soient enterrés sans la moindre identification. Pulcheri Nizigama est la seule victime qui a été identifiée. Son corps a été découvert dans la soirée du dimanche le 4 octobre 2020. Il était natif de Gihanga. Il a été enterré comme les autres sans entendre sa famille. Enfin, ces autres personnes sont mortes suite à un accident de roulage survenu le 14 octobre dans la commune de Mawanda. Le camion qui transportait des personnes en provenance d'une cérémonie de mariage aurait cassé le pont avant de renverser les passagers dans la rivière reliant la commune Makamba et la commune Mawanda. Merci à Winnie Nkurunziza. La Ligue Iteka, quant à elle, au cours de ce mois d'octobre, a pu répertorier 20 personnes retrouvées mortes, dont 10 dans la province de Chibitoke seulement. C'est ce qu'indique Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue Iteka. Il regrette l'inertie du pouvoir qui, au lieu de mener des enquêtes, se précipite d'enterrer les cadavres. Suivez Emmanuel Nibizi. La Ligue burundaise des droits de l'homme Iteka vient d'observer un phénomène de cadavres où au cours de son mois d'octobre, on a identifié 20 corps sans vie. Et parmi ces corps, 10 ont été retrouvés en province de Chibitoke.
Ce qui inquiète, c'est que les autorités policières et administratives s'oppressent à enterrer ces corps sans que les enquêtes ne soient menées. Et puis, un autre fait, c'est que dans cette même période, les personnes, les membres des familles rapportent qu'ils ont perdu les leurs, et puis il manque les traces, les trouvent. Et après, on entend que dans tel lieu, on a retrouvé des corps sans vie. Et alors, au lieu de communiquer avec les membres des familles qui ont perdu le leur, on s'empresse à enterrer ces corps sans que vraiment on ne fasse pas d'identification pour savoir qui les a tués et l'identité aussi de oui. Ce que nous demandons aux autorités burundaises, c'est que ce phénomène soit cessé parce que vraiment ça n'honore pas notre pays et il faut qu'on identifie les auteurs qui ont fait ça. Qu'est-ce qui sont derrière tous ces gens qui sont tués puis jetés dans les rivières? Page politique pour continuer son journal. La visite en cours du président Evariste Ndayishimiye en Guinée équatoriale cacherait d'autres missions, entre autres un soutien financier pour asseoir son pouvoir. Lecture de l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvira. Il regrette que même s'il obtenait son financement, il finirait dans ses poches, car le financement destiné à un peuple passe impérativement à travers les relations bilatérales entre États. Suivez. La première raison, d'abord, c'est que la Guinée, c'est un pays qui était ami, dont le président était ami à l'ancien président burundais, Feu Nkurunziza Pierre. Et je crois que, comme il a déjà dit qu'il va suivre les traces de son mentor, donc je crois qu'il est en train d'essayer de suivre par là la voie, les traces de son mentor, Feu Nkurunziza Pierre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il a besoin de l'argent pour asseoir son pouvoir. Peut-être l'argent qu'il pourra trouver là-bas. Est-ce de l'argent pour le pays ou est-ce de l'argent pour lui ou sa famille? À mon avis, ce sera de l'argent pour lui, pour qu'il puisse quand même aussi lui prétendre être président de la République avec des moyens comme son mentor, comme son prédécesseur. Constatons quand même que cet argent ne peut pas être donné à l'État parce qu'il n'y a pas de cadre juridique pour que l'État de la Guinée équatoriale puisse donner de l'argent à l'État du Burundi. Il n'y a pas de relation bilatérale entre les deux pays. Je crois que c'est cela qu'il faut peut-être faire, organiser. Il n'y a pas d'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Burundi, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il y ait non plus un ambassadeur du Burundi en Guinée équatoriale à Malabo. Je ne pense pas. Je crois qu'il est allé s'inspirer de comment asseoir son pouvoir. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas être fâché par le fait qu'il y ait des Burundais qui travaillent à l'étranger. C'est la réaction de Charles Nditije, le président du parti Ipona de l'opposition. Il y réagissait aux propos tenus par le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni vendredi dernier devant les deux chambres du Parlement réunies. Le Premier ministre avait dénoncé l'attitude de certains pays qui donnaient travail à l'intelligence burundaise alors que le pays en avait besoin. Pour Charles Nditije, la faute est au parti CNDD-FDD au pouvoir qui met en avant le militantisme et non la méritocratie. Que des Burundais travaillent à l'étranger, cela ne devrait pas inquiéter le gouvernement. Il devrait plutôt s'en réjouir parce que ces gens-là peuvent faire progresser le pays. Mais le problème, c'est que le gouvernement sait pertinemment que les gens qui sont à l'extérieur le sont parce qu'ils ont été pourchassés par le régime en place. Souvenez-vous, depuis 2015, plusieurs dignitaires, dont fonctionnaires de l'État, dont des anciens présidents des chambres, des anciens vice-présidents, des ministres,
des profs d'université, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme. Et tout ce monde-là a été chassé du pays parce qu'ils étaient contre le troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza. Même ceux qui ont terminé ou qui terminent leurs études de doctorat ne rentrent pas parce que précisément, il n'y a pas assez de sécurité, il n'y a pas la paix sociale au Burundi. Et en plus, parmi ceux qui rentrent, il y en a qui ne réintègrent pas leur service, même si leur statut le leur permet, parce que précisément, ils ne sont pas d'autres ethnies Hutu qui est mise en avant par le CNDD-FDD parce qu'ils ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Si vous êtes Tutsi ou si vous êtes de l'opposition, parfois on vous refuse la réintégration qui devrait être automatique. Si je donnerais l'exemple d'un assistant de l'école normale supérieure qui a terminé ses études dans les délais et qui est rentré, et Mme Delacha Janvière, qui était à l'époque directrice générale de l'ENS, lui a refusé la réintégration parce que uniquement ce jeune homme était Tutsi. À cela, j'ajouterais le peu de considération à l'égard des fonctionnaires de l'État. Et tout cela, ce sont des facteurs qui ne favorisent pas le retour de certains étudiants qui étaient partis à l'étranger. J'ajouterais aussi que le gouvernement actuel, le gouvernement CNDD-FDD, n'en accure de la qualité de la formation, de l'éducation. Pour eux, ce qui compte, c'est le militantisme. D'ailleurs, cela est très visible dans les discours qu'on entend depuis l'arrivée d'aider, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je me souviens par exemple, en 2007, il y avait l'ouverture de l'année académique à l'ISCAM. Le président Nkurunziza disait, avec le CNDD-FDD, on peut être général avec la 10e année de scolarité échouée et que ça marche merveilleusement bien. Charles Ndi Tigé conseille au gouvernement du Burundi de stabiliser le pays pour rassurer les Burundais qui sont à l'étranger afin qu'ils puissent rentrer et de changer sa politique d'emploi. Suivez encore une fois Charles Ndi Tigé. La première chose que le gouvernement devrait faire, c'est de ramener la paix et la sécurité pour tous et de considérer les Burundais sur le même pied d'égalité et que l'emploi soit octroyé en fonction des connaissances, en fonction du diplôme, en fonction des qualifications et non en considération d'autres critères comme l'ethnie ou le militantisme. Et l'autre aspect important, c'est quand même une bonne gestion de la chose publique. Aujourd'hui, la corruption gangrène tous les secteurs de la vie nationale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le chômage touche plus de 65% des jeunes. Et c'est pour cela que le Burundi est le pays le plus pauvre du monde à cause justement de cette mauvaise gouvernance et de cette corruption qui touche le secteur de la vie nationale. Donc, si ces facteurs ne sont pas là améliorés, nous allons continuer à descendre aux affaires dans tous les secteurs de la vie nationale. Charles Ndi Tigé est le président de l'IPRONA de l'opposition. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 380 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de les maintenir en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Hors de nos frontières pour continuer ce journal. Le suspense pourrait encore durer des heures, voire des jours aux États-Unis d'Amérique. Le comptage des voix par voie postale se poursuit dans certains États, dont des États considérés comme clés dans la présidentielle américaine. Pour le moment, les 2 candidats, le républicain et président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden, se sont tous exprimés, chacun estimant qu'il avait des chances de l'emporter.
Les électeurs, quant à eux, attendent calmement l'issue du scrutin, comme l'indique Eric Manirakiza, un journaliste burundais vivant à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il est l'invité de notre journal. Eric Manirakiza s'entretenait avec Franck Azé. Le dépouillement continue dans plusieurs États pivots, notamment la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. Il y a l'Arizona qui risque de basculer du côté démocrate, mais c'est un État qui a voté pendant plusieurs années pour un républicain. Voilà, nous en sommes à ce niveau, mais à l'heure actuelle, il est encore prématuré de dire tel candidat va gagner la présidentielle américaine. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le président sortant Donald Trump a gagné la Floride. C'est un État clé qui compte 29 grands électeurs et ça lui permet de consolider disons, son atout pour pouvoir atteindre le seuil des 270 grands électeurs requis pour gagner la présidentielle ici aux États-Unis. Mais ça va évoluer au fur du temps parce que le décompte des voix continue. Dans certains États, ils ont arrêté, ils vont continuer demain. Et ça parce qu'il y a eu un record impressionnant de vote par correspondance. Je parle du vote anticipé et ces voix ne sont pas encore comptabilisées. Donc demain, ça va continuer. Ça pourrait même arriver jusqu'après-demain ou même vendredi. Le scrutin est très serré. Le président Donald Trump est en avance dans certains États, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. Mais jusque-là, on n'a pas encore proclamé aucun candidat gagnant dans les 3 États dont je viens de vous parler. Il y a aussi l'État de l'Arizona où le candidat démocrate Joe Biden est largement en avance, mais il est encore très tôt pour proclamer sa victoire. Mais il faut aussi comprendre que c'est un État qui a voté pendant plusieurs années pour républicains. Et les républicains, ils sont inquiets de perdre cet État qui pourrait changer les cartes. Quelle est l'attitude aujourd'hui, à l'heure que nous sommes en train de parler, des 2 candidats, Trump et Biden? Quelle est leur attitude actuellement? Les 2 candidats se sont déjà exprimés, à commencer par Joe Biden, qui a exprimé l'espoir de gagner cette présidentielle, mais il a demandé de la patience à ses partisans et à tous les Américains pour que tout suffrage exprimé soit voté et rendu public. Le président Trump, il a remercié également ses partisans et les Américains pour le devoir accompli aujourd'hui. Mais pour lui, il estime qu'il est le gagnant de cette présidentielle. Pour lui, on devrait arrêter le décompte de voix et le déclarer gagnant, mais ce n'est pas lui qui décide. Ici aux États-Unis, les États contrôlent le vote parce que ce sont les États qui organisent les élections, ce n'est pas le gouvernement fédéral. Et qu'en est-il de la population et des électeurs, étant donné la déclaration de Donald Trump avant l'élection qui disait qu'il n'accepterait pas s'il perdait? Bon, il y a des supputations, mais les électeurs, ils se sont déjà exprimés dans les urnes. Ils attendent maintenant de connaître le résultat. Ça peut basculer en faveur d'un candidat ou d'un autre.
Donc maintenant, ils attendent. Il faut confiance aux États qui organisent les élections. Ici aux États-Unis, ce n'est pas évident de frauder une élection. Et puis, s'il y a un candidat lésé, il y a des instances judiciaires, et les instances judiciaires, ils disent le droit. Ici, les institutions fonctionnent. Il n'y a aucune autorité qui peut dicter à telle institution ce qu'elle doit faire. Vous voulez dire que la population, les électeurs sont calmes? Oui, oui, ils sont calmes. Chacun attend, il regarde ce qui se passe devant son écran. Et c'est par ici que prend fin son journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.